Bienvenue dans le salon COSI du CNCH où j'ai le plaisir d'accueillir Sabine Sigoud du CHU de Blida en Algérie. Bonjour. Bonjour. Donc demain vous allez parler de la dissection coronaire spontanée. D'abord, est-ce que vous êtes donc angioplasticienne, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu déjà l'épidémiologie de cette pathologie? Effectivement, donc demain matin, je vais parler sur les dissections coronaires spontanées, qui sont une forme particulière d'infarctus du myocarde. Initialement, elles étaient considérées comme très rares, mais en fait, elles sont sous-diagnostiquées. Et quand on voit donc les différentes séries, c'est 1 et jusqu'à 4% des syndromes coronariens aigus. Par contre, quand on voit les sous-groupes de femmes jeunes de moins de 60-50 ans, c'est presque un tiers des syndromes coronariens aigus. Ouais, donc on n'y pense peut-être pas suffisamment. Et parfois, on peut être amené à traiter des lésions qu'on considère athéromateuses, alors qu'il faut évoquer le SCAD. Le SCAD. Alors, il existe différentes formes de SCAD. Est-ce que vous pouvez un peu nous les détailler? Donc, il faut y penser. Il faut y penser quand on est face à une femme jeune, sans facteur de risque cardiovasculaire, et surtout quand il y a un facteur précipitant qui a engendré donc la douleur thoracique, soit un stress physique intense ou bien émotionnel. Et le plus souvent chez les femmes, c'est un stress émotionnel. Le diagnostic purement géographique il peut se faire, et le plus souvent, surtout dans les classes 1, le type 1, pardon, ou le type 2 des dissections coronaires spontanées. Le type 1, on aura un aspect de flap intimal, la prise de contraste au niveau de la paroi. Le type 2, c'est un rétrécissement du calibre de l'artère qui va être lisse. En plus des classifications, on a des signes géographiques sur lesquels on doit suspecter la dissection coronaire spontanée, notamment l'absence d'athérome, la naissance de la lésion sur une collatérale, qui doit vraiment nous faire suspecter une dissection coronaire spontanée. Et enfin, le type 3, où le diagnostic va être plus difficile, parce que c'est une lésion qui va mimer une lésion athéromateuse, c'est une lésion courte. Et c'est dans cette situation où on aura le plus souvent recours à l'imagerie endocoronaire, que ce soit par IVUS ou le plus souvent par OCT. Alors vous avez dit que ça prédominait chez les femmes, hein, c'est bien ça? On parle du tableau de la femme enceinte, la parturiente qui vient d'accoucher, mais pas uniquement. Mais pas uniquement, et finalement c'est rare. C'est 5 à 17% de tous les dissections coronaires spontanées. D'accord. Très bien, donc ensuite, c'est des patientes qu'on va coronarographier, qui ont une syndrome coronaire aigu, d'élévation de troponine. Au moment de la coronarographie, chez quelle patiente précisément allez-vous utiliser l'OCT pour confirmer ou infirmer le diagnostic? Essentiellement en cas d'incertitude diagnostique, donc quand on est face à une lésion qui est courte et qui ressemble vraiment à la lésion athéromateuse, pour faire la part des choses, faut-il mettre un stent ou pas? Oui, tout à fait. Et à condition d'avoir un flux suffisant dans la coronaire. Exactement, que l'ischémie ne soit pas étendue, que la patiente soit stable. Oui. Concernant le traitement, une fois que vous avez fait le diagnostic, qu'est-ce qui est préconisé? Alors, notre pratique actuelle est basée sur des avis d'experts, sur des séries observationnelles. On n'a pas d'études randomisées qui ont comparé les différentes stratégies thérapeutiques. Mais en général, on va sur une attitude conservatrice quand la patiente est stable, quand il n'y a pas d'ischémie étendue, et en privilégiant les bêta-bloquants et une mono-antiagrégation plaquettaire au long cours. Par contre, en cas d'instabilité hémodynamique, en cas d'ischémie étendue, on va opter pour l'angioplastie coronaire. En ayant à l'esprit, donc ça va être un véritable challenge pour le cardiologue interventionnel qui va s'y prendre, risque de complications majeures avec des résultats qui sont moins bons par rapport à l'angioplastie des lésions athéromateuses. Oui, si on est obligé de stenter, c'est combien en théorie? C'est moins de 10% d'écart? C'est moins de 10% d'écart, oui. Ouais. Alors, stenter une coronaire droite, à la rigueur, c'est peut-être pas un gros problème parce qu'on va la ferrailler de haut en bas. Quand il s'agit de stenter un vaisseau comme une circonflexe, ou une IVA, là par contre, ça peut être dramatique. Voilà, on va avoir donc un recul de l'hématome vers le tronc commun. Exactement. Et une situation catastrophique. Dans les cas où c'est totalement occlu, donc vous nous dites, on n'a guère le choix, sauf peut-être quand c'est des lésions très très distales, de stenter. Est-ce que vous préconisez des techniques de vidange de l'hématome en prophylaxie du stenting, ballon Effectivement, coupant, donc il y a eu plusieurs astuces pour éviter donc ces complications dramatiques, telles que l'utilisation de cutting balloon, l'imagerie endocoronaire déjà pour être sûr que le guide soit au niveau de la vraie lumière. Bien sûr. Voilà, on peut utiliser aussi des petits ballons juste pour ouvrir, donc rétablir un flux et privilégier une attitude conservatrice. D'accord. Pour finir, ces patientes, il faut penser à d'autres choses derrière, en aval?
Effectivement, donc, comme il y a des facteurs prédisposants aux dissections coronaires spontanées, notamment la dysplasie fibromusculaire, donc il faut y penser et la rechercher en réalisant un scanner, donc de la tête jusqu'au bassin, pour rechercher d'autres lésions. Et dont le but principal, c'est pas de faire le diagnostic de la dysplasie fibromusculaire, mais plutôt pour rechercher ces autres lésions, complications, qui vont nécessiter une prise en charge particulière. Très bien. Donc si je comprends bien, en résumé, il faut y penser chez la femme jeune qui fait un syndrome coronarien aigu. On va essayer de confirmer, si besoin, le diagnostic avec une OCT et on va avoir au maximum une attitude conservatrice. Combien de temps il faut garder ces patients en hospitalisation dès lors qu'on ne fait pas d'angioplastie et que la maladie, on ne sait pas vraiment comment elle va évoluer à son propre compte? Alors, donc, ces patientes qui ont été traitées de manière conservatrice, il faudra les garder un peu plus longtemps parce que dans les différentes séries, on a vu qu'il y avait risque de récurrence d'infarctus du myocarde et de revascularisation urgente, donc en moyenne 4 à 5 jours. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour toutes ces précisions sur cette pathologie qui est de mieux en mieux connue et auquel nos amis cardiologues qui gèrent les soins intensifs doivent absolument penser. Merci à vous. Merci. Au revoir.